écoutez, cher Monsieur Scholtes, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre invitation. Je tiens d'ailleurs en même temps à saluer la qualité de votre travail, de votre engagement en faveur de la culture, des arts, mais également du patrimoine. Je suis très impressionné par l'affluence que vous avez suscitée à cette matinale. Bon, le samedi matin à 9h30, on est en général sollicité par d'autres occupations, et qu'autant de Niçois puissent répondre à la proposition que vous leur faites m'impressionne énormément. Ça prouve qu'il y a dans notre pays et sur ce territoire de l'intérêt pour la culture, de l'intérêt pour les arts, de l'intérêt pour le patrimoine. Alors je parle du patrimoine d'autant plus volontiers que nous entrons dans les journées européennes du patrimoine, dont le thème cette année, vous le savez, le patrimoine du XXIe siècle. Alors sans me projeter jusqu'au XXIe siècle, je vous parlerai peut-être des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, qui fournissent d'ailleurs déjà au patrimoine de notre pays suffisamment de grands, de beaux, d'impressionnants monuments, mais parfois aussi tout simplement des constructions plus modestes, mais qui elles aussi concourent à ce que nous appelons le patrimoine. Vous avez bien voulu rappeler que j'avais quelques rôles à jouer dans la candidature de Nice à une inscription sur la liste du patrimoine mondial, de la promenade des Anglais et de la ville d'hiver. Je souhaiterais tout simplement, puisque vous avez d'emblée établi cette nuance entre la promenade des Anglais et la ville d'hiver, vous donner quelques précisions. Dans un premier temps, c'est le maire de Nice, c'est Christian Estrosi, qui m'a parlé de son désir de promouvoir la candidature de la promenade des Anglais à une inscription sur la liste du patrimoine mondial. Alors je vous l'avouerai, dans un premier temps, je le lui ai dit d'ailleurs, je me suis dit, tiens, encore un maire qui veut faire inscrire telle ou telle partie de sa ville sur cette prestigieuse liste du patrimoine mondial. Et comment donc, vous n'avez pas eu le coup de cœur en arrivant à Nice pour cette baie des Anges? Non, mais écoutez, je n'avais pas le moindre doute à ce sujet, mais bon, tout d'abord, j'aime beaucoup Nice, j'ai l'occasion d'y venir très souvent. J'y ai concouru, vous le savez, en 2013 à la mise en œuvre d'un programme de coopération de tous les musées de la ville. C'était le programme à l'occasion du cinquantenaire du musée Matisse, un été pour Matisse. Et ayant pris mes habitudes à Nice, j'ai fini par y avoir un pied complet. Et donc c'est une ville que j'aime beaucoup, j'en apprécie beaucoup la qualité du paysage, la beauté également de la ville. Et en plus, j'apprécie beaucoup le fait que ce soit une vraie ville, justement, et non pas simplement une station balnéaire. C'est une véritable ville. Depuis longtemps également, je suis extrêmement séduit par la qualité de son patrimoine ancien, naturellement, celui de la vieille ville, le patrimoine des palais baroques, des églises baroques, mais également le patrimoine plus tardif, le patrimoine des 19e et 20e siècles. J'aime beaucoup cette grande époque de l'histoire de l'architecture que constitue le 19e et le 20e siècle. D'ailleurs, ma carrière professionnelle, j'ai d'abord commencé, mon premier métier a été d'être professeur d'histoire et de géographie. J'ai enseigné d'abord au collège Albert Thomas à Égletons, en Corrèze, ensuite au lycée Edmond Perrier à Tulle, où d'ailleurs j'ai eu des élèves qui ont ensuite été les collaborateurs des présidents Chirac et des présidents Hollande, puisque ce département est une sorte de pépinière à président de la République. Et donc mon premier métier dans le domaine de la culture a été de m'occuper du centenaire de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc est mort en 1879, et à ce moment-là, je travaillais à Paris dans un organisme qui s'appelait le Centre d'études et de recherche architecturale, qui est en quelque sorte l'embryon de ce qui allait devenir la Cité de l'architecture et du patrimoine dans le palais de Chaillot.
Mais donc je m'étais occupé du centenaire de Viollet-le-Duc, j'ai fait une thèse sur Viollet-le-Duc et l'enseignement de l'architecture. J'ai eu comme professeur l'un des grands spécialistes de l'histoire du XIXe siècle, Bruno Foucard, qui a notamment écrit un livre tout à fait remarquable sur la peinture religieuse au XIXe siècle. Donc ce XIXe siècle me passionne. Et je me rendais compte justement que finalement, si les Niçois connaissaient bien leur patrimoine ancien, le patrimoine baroque, ils avaient moins d'attention pour ce formidable patrimoine des 19e et 20e siècles qui constitue d'ailleurs aujourd'hui l'essentiel de la substance architecturale de la ville. Et nous sommes d'ailleurs ici réunis ce matin dans l'un de ces témoins de la qualité de l'architecture du 19e siècle. Ici, on est à l'orée du 19e et du 20e siècle, puisque M. Pisano, je crois bien que l'hôtel date de 1900 tout rond. Comment ? 1913, donc on est même au XXe siècle, vous le voyez. Mais bon, c'est l'un des témoins de cette grande architecture des hôtels niçoises qui a fait d'ailleurs la gloire de la ville. Et donc le maire me dit, voilà, promenade des Anglais. Je me dis, tiens, promenade des Anglais, pourquoi pas. C'est vrai que ce site est mondialement connu, qu'il constitue pour Nice une vitrine, mais je me méfiais un peu de la démarche en me disant, tiens, la démarche est peut-être essentiellement une démarche de communication pour fournir à la ville de Nice un atout supplémentaire dans sa promotion auprès des visiteurs qui sont susceptibles d'y venir. Et donc j'ai répondu au maire, écoutez, je veux bien, mais laissez-moi y réfléchir un peu avant de vous donner une réponse définitive. Et consultant quelques spécialistes, quelques historiens, me promenant tout simplement dans la ville, lisant beaucoup sur ce qu'avait constitué, sur l'histoire de la promenade des Anglais, je me suis rendu compte qu'en fait, la promenade des Anglais, il fallait la considérer non pas simplement comme une réalité sans aucune relation avec le reste du tissu urbain de Nice, mais qu'il fallait bien se rendre compte que la promenade des Anglais, après tout, n'était que la façade sur mer d'une ville nouvelle, de cette ville nouvelle, de cette ville d'hiver, qui est née à partir de la fin du XVIIIe siècle, de la présence de plus en plus nombreuse, de plus en plus dense, de plus en plus constante à Nice, d'étrangers venus y passer l'hiver pour bénéficier ici de la douceur du climat. Alors ces étrangers, dans un premier temps, se sont établis dans la ville où elle était, c'est-à-dire dans la vieille ville, et notamment dans la partie nouvelle de ce que nous considérons aujourd'hui la vieille ville, donc cette partie nouvellement urbanisée, en gros autour de la rue Saint-François de Paul, où quelques immeubles plus récents que ceux de la vieille ville étaient aptes à les recevoir. Mais très rapidement, surtout après le retour du comté de Nice au royaume de Piémont-Sardaigne, donc à la Savoie, au royaume savoyard, ces étrangers prennent de plus en plus goût à un établissement en dehors de la vieille ville, sur l'autre rive du Paillon, cette autre rive du Paillon qui avait encore à ce moment-là un caractère très très largement agricole. C'était un quartier de jardin, un quartier de culture, avec quelques maisons certes, surtout le long de la vieille route de France qui, quittant Nice, se dirigeait vers le Var, de façon à aller vers ce pays étranger alors qu'était la France et sa province de Provence, et plus exactement d'ailleurs vers le département du Var. Donc cette ville nouvelle, elle se crée là, elle est de plus en plus dense. Il suffit de comparer d'ailleurs les plans de la fin du XVIIIe siècle à ceux du début du XIXe siècle, à ceux des années 30 de ce XIXe siècle, à plus forte raison à ceux des années 50, pour se rendre compte de la densification de plus en plus impressionnante de l'habitat de cette zone, ce qui conduit d'ailleurs les autorités municipales, et notamment l'instance de régulation
régulation urbaine qui était le fameux Concilio d'Ornato les conduit à s'intéresser à la régulation de l'urbanisation de la zone. Et on voit en effet plusieurs plans émanant des autorités municipales mettre en place une trame urbaine, un tracé régulé des rues et définir en quelque sorte le premier enclos de cette ville nouvelle qui est en gros délimité par les actuelles avenue Gambetta, boulevard Victor Hugo, boulevard du Bouchage et boulevard de Carabacel. Voilà en gros le premier cercle de cette urbanisation nouvelle, de cette ville nouvelle. Alors vous le savez, cette ville nouvelle va très rapidement croître au-delà de cette limite, du fait de l'affluence de plus en plus grande de résidents, d'hivernants à Nice. Et à cet égard, un événement va avoir un effet stimulant sur le développement de la ville. C'est la réunion de Nice à la France en 1860, qui aura pour conséquence la prolongation de la ligne de chemin de fer jusqu'à Nice, cette ligne de chemin de fer qui finissait, la ligne en gros Paris-Lyon-Marseille, qui se prolongeait vers l'est, se finissait provisoirement dans l'actuel département du Var. L'une des premières décisions des autorités françaises, c'est de prolonger cette ligne jusqu'à Nice dans un premier temps. Ensuite, elle sera prolongée jusqu'à Vintimille, d'ouvrir une gare, l'actuelle gare Thiers, et on voit d'ailleurs là aussi les plans témoignent. L'étude des plans est un outil formidable d'appréciation du développement de la ville. Donc un nouveau quartier, ou en tout cas la ville nouvelle, s'étend sur une aire plus large encore. L'actuelle avenue Jean Médecin devient d'ailleurs à ce moment-là une des avenues centrales de cette ville nouvelle. Elle est dotée d'édifices privés, des hôtels, des cafés, des restaurants, d'édifices publics également, notamment l'église Notre-Dame. Mais ce n'est pas là que va s'arrêter le destin de cette ville, puisqu'ensuite elle va ensuite... Vous savez, les hivernants, finalement, recherchaient de plus en plus, recherchaient systématiquement de la tranquillité, de la végétation, du confort. Dans un premier temps, ils ne le trouvent pas dans la vieille ville, ils vont dans le quartier de la Croix de Marbre. Ensuite, le quartier de la Croix de Marbre devient lui-même très dense, on va un peu plus loin, et ensuite on aborde les collines, et donc la dernière étape de ce mouvement sera la colonisation des collines, la colline de Cimier, la colline des Baumettes, plus près d'ici, la colline du Piolle, la colline de Cimier, et bien sûr, de l'autre côté, et d'ailleurs de l'autre côté du port de façon très précoce, le mont Boron. Donc vous voyez, c'est une véritable mécanique que ce développement d'une ville nouvelle, et comprenant d'ailleurs ce phénomène et constatant à quel point, plus parfois que sur la promenade des Anglais elle-même, ce tissu urbain était porteur d'une très très grande richesse patrimoniale, d'une très grande richesse architecturale. J'ai dit au maire, il ne faut pas s'arrêter à la seule promenade des Anglais, mais il faut travailler sur la promotion de la candidature de Nice à une inscription de la promenade des Anglais et de la ville d'hiver sur la liste du patrimoine mondial. Alors vous le savez, l'UNESCO, une candidature à l'UNESCO, ce n'est pas un acte superficiel de démonstration. L'UNESCO ne se détermine pas sur l'enthousiasme des candidats, ni sur leur capacité à mobiliser des lobbies, des comités de soutien. Voilà, il faut démontrer quand même un certain nombre de choses. C'est un exercice extrêmement sérieux qui appelle la constitution d'un appareil critique, d'un appareil historique très développé. Il faut notamment prouver à l'UNESCO, au ministère de la Culture d'abord, vous l'avez souligné, puisqu'il y a une étape, je reviendrai sur ce point préalable, il y a un filtre préalable, celui du ministère de la Culture, ensuite l'UNESCO. Il faut démontrer que le bien dont on propose l'inscription a une valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il constitue pour l'humanité tout entière un bien témoignant
ou du génie des hommes s'agissant de la création de monuments, ou d'un moment exceptionnel de l'histoire de l'humanité. Si le bassin houiller du Nord Pas-de-Calais a été inscrit, ou la ville nouvelle du Havre, la ville de la reconstruction par Perret, c'est parce que ces deux sites représentent des moments de l'histoire de l'humanité. Bon, il est évident que le bassin Nord-Pas-de-Calais, c'est la révolution industrielle et la puissance du phénomène d'exploitation des mines en France, en Allemagne, en Angleterre, tout au long des 19e et 20e siècles, les conséquences que ça a eu sur l'organisation du paysage. Quant à la ville de la reconstruction du Havre, il est évident que c'est un formidable témoignage à la fois de la guerre, de ses destructions et du désir de reconstruction qui a animé les peuples, les pays et les hommes après cet épouvantable désastre. Donc, ici, à Nice, le phénomène historique fondamental que nous allons mettre en valeur, c'est le développement de l'une des grandes activités du monde moderne, le tourisme. Parce que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, le tourisme n'existe pas, en tout cas comme activité de masse, comme activité partagée par une population importante. Les hommes, certes, voyagent. Quand je dis, mesdames, les hommes, c'est les hommes de façon générique, les hommes avec un grand H. Les hommes voyagent, mais ils voyagent à d'autres fins que le seul plaisir. Ils voyagent pour faire du commerce, ils voyagent pour faire la guerre, ils voyagent pour étudier. C'est le grand tour qui conduit des jeunes Européens, des jeunes Français, des jeunes Allemands, des jeunes Anglais vers l'Italie pour y étudier les monuments et les grandes œuvres du passé. À partir de la fin du XVIIIe siècle, on voit des populations, là aussi de plus en plus nombreuses, jusqu'à ce que ça forme aujourd'hui un phénomène de masse, partir de chez eux, non pas pour se livrer à l'une ou l'autre de ces activités, mais simplement par hédonisme, par désir d'être bien, par désir d'être heureux, par désir de partager des moments de bonheur, des moments de détente. Et donc Nice est en quelque sorte, et à nos yeux, l'un des témoins majeurs dans le monde de l'émergence dans les sociétés occidentales de ce phénomène de tourisme, du tourisme. Alors on peut disserter pendant très très longuement justement sur le tourisme. C'est vrai que le mot apparaît depuis peu de temps, en gros depuis le milieu du XIXe siècle. Avant, on peut parler de villégiature, mais je crois qu'il faut simplement prendre la précaution de considérer qu'on est déjà là, finalement, dans la même réalité, même si entre la villégiature et le tourisme, au sens où on l'entend aujourd'hui, il y a une nuance. Le tourisme est un acte relativement éphémère, une activité relativement éphémère, quelques jours, quelques semaines, éventuellement, alors que la villégiature implique une sédentarisation longue dans un lieu, ce qui était d'ailleurs le cas du premier tourisme niçois, puisque les étrangers qui venaient ici, c'était pour y passer une période longue de plusieurs mois. Et d'ailleurs, cette pratique se poursuivra jusqu'à la fin du XIXe siècle. La reine Victoria séjournant, de façon d'ailleurs étonnante de la part d'une souveraine qui exerçait quand même une responsabilité de chef d'État, à une époque où Internet n'existait pas, où il n'y avait pas d'avion. Cette reine Victoria séjournait à Nice pendant de longues semaines et même de longs mois. Donc voilà ce qui est aujourd'hui au cœur de notre dossier de candidature. C'est un objet dont l'extension sur le territoire est beaucoup plus vaste et dépasse la seule promenade des Anglais. Nous avons beaucoup travaillé au cours des dernières semaines à ce qu'à l'UNESCO on appelle le périmètre inscrit, et éventuellement à un deuxième périmètre que l'UNESCO appelle la zone tampon, c'est-à-dire un territoire de moindre importance mais présentant néanmoins des caractéristiques qui méritent d'être signalées et d'être protégées. Donc ce périmètre que nous proposerons au ministère de la Culture est un périmètre assez large, puisqu'il
il couvre une bonne partie du territoire niçois. Bon, naturellement, cette zone centrale que je vous ai décrite, mais également certaines parties de la vieille ville, et notamment toute la zone de la galerie des Ponchettes, puisque si la promenade des Anglais, à partir des années 30 du 19e siècle, s'affirme comme un lieu de promenade le long de la mer et de contemplation de la mer, on peut remarquer que dès la fin du XVIIIe siècle, ce besoin de promenade et de contemplation du rivage s'affirme ici à Nice à travers la création de cette terrasse promenade des Ponchettes sur laquelle les hivernants peuvent se promener sans subir les tumultes, les odeurs de la vieille ville, extrêmement dense à cette époque-là, tout en contemplant le rivage. Alors je parle de contemplation du rivage parce que si l'objet que nous proposerons à l'UNESCO est le témoin d'une grande activité, du développement d'une grande activité humaine moderne, le tourisme, il est également, Nice est également témoin de cette véritable révolution de la relation entre notre société, notre culture également, et le rivage. Cette révolution qu'a si bien décrite un grand historien français, Alain Corbin, quand il évoque en effet cette révolution de la relation, cette invention du rivage qui conduit les hommes de l'Europe, en tout cas ceux qui relèvent de la culture occidentale, à ne plus considérer le rivage comme une zone de menace, comme une zone de danger, les dangers naturels, les tempêtes, les dangers militaires, l'incursion des barbaresques très tard, jusqu'au XVIIIe siècle, comme une simple zone d'activité, comme une zone quasi-industrielle. Quand on voit les représentations anciennes de la grève de Nice, on se rend compte qu'il y a là des installations liées à l'activité de la pêche. Ça devait être extrêmement désordonné, des barques abandonnées, extrêmement malodorants. Donc on se met à considérer le rivage autrement, comme un spectacle de beauté, comme un spectacle dont le regard peut se délecter, avant qu'on considère naturellement ce rivage comme une zone d'activité balnéaire. À cet égard, d'ailleurs, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle vont introduire une nouvelle révolution, celle de l'activité balnéaire. Le premier tourisme à Nice est un tourisme d'hiver, c'est un tourisme climatique. On vient ici pour le bon air, pour la douceur de l'hiver, pour les orangers. Le deuxième tourisme, il sera lié au développement du goût pour la baignade, au dénudement des corps, à la recherche du soleil, parce que là aussi la recherche du soleil qui nous semble aujourd'hui vraiment naturelle, encore que les médecins ont fini par nous persuader qu'il ne fallait pas trop en abuser. Mais cette recherche du soleil est une attitude relativement nouvelle. Pendant longtemps, les hommes se sont protégés du soleil. Et d'ailleurs, la mode, s'agissant des dames notamment, était à la blancheur du teint, ce qui fait que même sous grand soleil, les femmes se protégeaient avec des ombrelles accessoires dont l'usage a totalement disparu. On ne voit plus personne se promener avec une ombrelle au printemps ou en été. Mais c'est une révolution du comportement, et donc Nice va progressivement conquérir une nouvelle vocation, celle également de ville balnéaire, de ville d'été, un moment peut-être où la pratique de l'hivernage se dissipe, du fait aussi de deux grands phénomènes, la guerre de 14-18, plus exactement, et ses conséquences, les révolutions qui vont ébranler l'Europe et faire disparaître la classe aristocratique, d'impératrice de Russie, il n'y en aura plus, de grand-duc, il n'y en aura plus, une bonne partie de la noblesse européenne est engloutie, et à cela s'ajoute un deuxième phénomène, c'est celui de l'effondrement de la rente, parce que ces populations qui venaient hiverner à Nice étaient des populations
population oisive qui vivait de leurs biens, qui vivait de leur rente. Or, à partir des années 20 du XXe siècle, on voit cette capacité à ne pas travailler, à vivre simplement de son bien, progressivement s'effriter. Donc c'est une nouvelle société qui viendra ici, une société de gens riches toujours, mais qui gagnent leur vie dans leurs activités, qui ont moins de loisirs en hiver, mais plus de loisirs en été. Et donc Nice verra une nouvelle forme de tourisme se développer, qui d'ailleurs s'installera dans les habits de la ville, dans la ville d'hiver. Cette révolution balnéaire de Nice n'entraîne pas de modification spectaculaire du paysage, mais simplement les hôtels qui n'ouvraient que l'hiver ouvrent également l'été. L'aristocratie disparaît, on voit un certain nombre de grandes villas aristocratiques être démolis pour être remplacés par des immeubles d'appartements plus accessibles à des populations moins fortunées que les précédentes, mais néanmoins suffisamment riches pour se payer une résidence secondaire. Et cette transformation des lieux, cette transformation des bâtiments se produira jusqu'à la deuxième moitié, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, et donnera lieu d'ailleurs à la construction de remarquables immeubles du XXe siècle, que nous souhaitons d'ailleurs faire inscrire par le ministère de la Culture sur la liste des architectures remarquables du XXe siècle. Je pense notamment à tous les immeubles construits par ce très grand architecte, à mes yeux, qu'est Georges Dikhansky. Alors je dis ça d'autant plus volontiers que j'habite un immeuble construit par Georges Dikhansky, donc vous voyez bien que j'aime tout particulièrement ce qu'il a fait. Donc voilà où nous en sommes, voilà l'état de notre réflexion. Vous savez que cette réflexion a donné lieu à l'organisation cet été d'un certain nombre d'expositions, même de 15 expositions sur tout le territoire de la ville de Nice. Ce programme d'exposition a associé les musées municipaux et les musées nationaux, chacun programmant selon sa vocation. À deux pas d'ici, au musée Masséna, il y a une exposition justement sur cette invention d'une ville nouvelle, ça s'appelle la promenade ou l'invention d'une ville, mais dans d'autres musées, il y a des expositions qui abordent d'autres points de vue sur cette histoire, notamment je pense aux expositions qui traitent de la relation de beaucoup d'artistes avec la ville de Nice, Matisse et Nice au musée Matisse, Chagall et Nice au musée Chagall, Raoul Dufy et Nice au musée des Beaux-Arts, les artistes du XXe siècle et Nice au MAMAC, etc. En tout cas, un programme d'une très grande richesse, qui a donné lieu à l'édition d'un catalogue, un livre, qui fait un premier point sur l'état de nos réflexions, de nos recherches. Je suis très sensible au fait que certains des bons auteurs de ce catalogue soient présents parmi nous ce matin. Bon, ce catalogue n'épuise pas le sujet. On se rend bien compte que les recherches se poursuivant, beaucoup d'autres points de vue peuvent être développés. En tout cas, aujourd'hui, la ville de Nice dispose d'un argumentaire suffisamment étayé pour pouvoir adresser à la ministre de la Culture, donc à Madame Pellerin, une demande d'inscription de notre patrimoine, de ce patrimoine que nous défendons, sur ce que le ministère de la Culture appelle la liste indicative des biens du patrimoine mondial. C'est une fois seulement qu'on est inscrit sur cette liste indicative qu'on peut prétendre se présenter à l'UNESCO. Alors peut-être justement pour revenir et enfoncer le clou sur la singularité de la candidature de Nice, il y a dans la région d'autres territoires qui prétendent au classement. Peut-être vous pouvez nous dire comment vous vous positionnez par rapport à ces candidatures. Je pense à celle du Mercantour, de la parfumerie à Grasse ou encore tout récemment de Cannes. Ça permettra peut-être de mieux comprendre encore la nature de ce que vous souhaitez faire classer par l'UNESCO. Monsieur Chaltès, tout le monde a le droit d'être candidat dans cette course-là, comme dans d'autres courses. Je pense notamment aux courses électorales. Je crois qu'on peut interdire à personne d'être candidat. Il faut quand même éviter, sur un même territoire, de concentrer trop de candidatures, parce qu'il y a un moment où on va dire, d'abord dans les ministères, et ensuite à l'UNESCO, écoutez, vraiment, on ne peut pas ne classer que dans le département des Alpes-Maritimes. Et cela d'autant plus que l'UNESCO, aujourd'hui, est soucieux
soucieuse de ne plus classer seulement en Europe, parce que c'est vrai que l'Europe a bénéficié d'un très très grand nombre d'inscriptions. L'UNESCO est soucieuse également de classer en Asie, de classer en Afrique, de classer en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Océanie, etc. Donc aujourd'hui, la tendance de l'UNESCO, c'est plutôt de regarder en dehors de l'Europe. Alors quand sur un même territoire, tout le monde, en tout cas 4 entités présentent des dossiers, il est évident que ce n'est pas un élément de force pour ces candidatures, c'est un élément de faiblesse. Bon, je regrette un peu qu'il n'y ait pas eu au niveau peut-être des responsables de ces collectivités, peut-être plus de concertation et plus de bon sens. 2 de ces candidatures ne font pas ombrage, ne porte pas ombrage à la candidature de Nice. C'est la candidature du Mercantour qui relève d'un autre type de biens que Nice. Nous relevons des biens, notre candidature relève de la catégorie des biens culturels, donc notre interlocuteur c'est le ministère de la Culture, alors que le Mercantour candidate au titre des biens naturels et donc relève, l'examen de sa candidature relève du ministère en charge de l'environnement. La candidature de Grasse, c'est une très bonne candidature, mais elle est différente là aussi de la candidature de Nice, puisqu'elle vise à l'inscription d'un patrimoine immatériel. Bon, il y a parfois des traductions matérielles, naturellement, mais d'un patrimoine immatériel, celui de tous les savoir-faire liés à la fabrication des parfums, donc à une tradition de production d'un bien matériel. Bon, là aussi, c'est une candidature qui est tout à fait compatible avec celle de Nice. Bon. La candidature de Cannes, qui est beaucoup plus récente que toutes les autres, de toute évidence, et je le dis de façon très amicale, je ne veux pas mettre à polémiquer avec Cannes, est un peu une candidature imitative de la candidature de Nice, sur le ton de dire, puisque vous voulez faire inscrire la promenade des Anglais, nous voulons faire inscrire la Croisette. Bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je pense également que la confraternité des relations entre 2 villes voisines, de grandes villes d'ailleurs, pour l'histoire du tourisme, aurait au moins souhaité qu'il y ait là une forme de concertation de la part de la ville de Cannes, peut-être une forme également d'avertissement, dire simplement on vous avertit qu'on s'intéresse comme ça à une éventuelle candidature de Cannes. Bon, ça n'a pas été fait, mais c'est dommage. C'est dommage, je pense que ça nous fournit un petit handicap parce que il y a un moment où les pouvoirs publics ne comprennent pas que 2 sites voisins de combien de 20 km comme ça entendent accéder à la même reconnaissance. Bon, c'est une affaire qui finira par se sédimenter. Il faut appliquer du bon sens à cette situation, ne pas en faire un objet brutal de conflit, ce serait dérisoire puisque dans tous les cas, on est là pour servir le patrimoine. De surcroît, j'observe que selon ce que je sais, dans l'état actuel des choses, la candidature possible de Cannes est frappée d'une certaine confusion dans la mesure où on ne sait pas très bien ce qu'ils vont proposer à l'inscription. On parle de la Croisette, mais également des îles de l'Érins, qui relèvent d'une autre histoire que celle de la Croisette, entre le festival de Cannes et les actions de prière et des moines de l'Érins. Ce sont 2 mondes, ce sont 2 histoires différentes. L'une, elle est relative à l'histoire de l'implantation du monachisme en Occident, l'autre à l'histoire du divertissement et de l'apparition d'un art nouveau, le cinéma. Donc tout ça, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Je leur souhaite bonne chance pour réussir à ficeler tout ça dans le même paquet. Et j'attends avec curiosité et bienveillance, un peu le résultat de leurs travaux. Mais sincèrement, je trouve ça un peu dommage. J'aurais souhaité qu'il y ait un peu plus de concertation. Et en matière de concertation, c'est toujours à celui qui vient après à prendre l'initiative d'une concertation. On va revenir certainement au cours de la matinée, notamment à travers les 3 interventions qui sont prévues tout à l'heure sur le fond, sur vraiment ce qui motive, et vous l'avez évoqué, sur la densité de la candidature de la ville de Nice. Mais vous êtes parallèlement à ce travail, et vous avez cité les 14-15 expositions qui ont eu lieu tout cet été, qui se poursuivent jusqu'au 5 octobre.
vous êtes quelque part aussi condamné, parallèlement à ce travail sur le fond, à un travail de communication, parce que je crois que la candidature, c'est une affaire de longue haleine. Il y a de nombreuses étapes et le dossier d'instruction peut prendre quelques années. Comment est-ce que vous allez faire pour, j'allais dire, de maintenir l'intérêt tout au long de cette période ? Tout d'abord, il faut que moi-même je tienne le coup, hein, parce qu'on prétend que ça prend en général une dizaine d'années. Bon, je suis né en 1946, donc j'ai 69 ans, ça me conduira jusqu'au seuil de mes 80 ans. Donc il y a la vitamine, hein, la qualité des oranges et des citrons niçois, la qualité de l'air, la qualité de la baignade me donneront peut-être suffisamment de force pour tenir aussi longtemps. Mais en même temps, je pense il ne faut pas considérer que 10 ans, c'est une fatalité. Alors certes, aujourd'hui, il y a un très très grand encombrement de candidatures. Hein. C'est devenu presque une marotte. Il n'y a pas de matin où un maire ne décide pas comme ça de susciter une candidature. Là, au cours des dernières semaines, on a appris que la ville de Toulouse allait prendre une initiative et en confier d'ailleurs le pilotage à l'un de mes successeurs au ministère de la Culture, à Christine Albanel, qui est toulousaine d'origine. Elle est d'ailleurs aussi mon prédécesseur au château de Versailles. Bon, alors je ne sais pas d'ailleurs exactement ce que la ville de Toulouse va proposer, quel objet elle va proposer à l'examen de l'UNESCO, mais même parmi les candidatures qui sont déclarées avant nous, il y a de très bonnes candidatures. Il y a la candidature, par exemple, de Metz et de son quartier allemand, ce quartier qui a été construit par les Allemands après l'annexion de 1871, avec notamment la gare qui est sans doute l'une des plus belles gares du monde, la Poste, etc. Quand les Allemands ont voulu imposer à une ville française toutes les marques de la germanité. La ville de Strasbourg a un projet analogue pour son quartier allemand. Il y a une candidature qui est portée par la France de classement de tous les sites, de tous les bâtiments, de tous les sites créés par Le Corbusier à travers le monde, etc. Bon, il y en a en veux-tu, en voilà. Donc nous ne sommes pas seuls. Hein. On est dans un contexte extrêmement concurrentiel. Mais j'ai la certitude que la candidature de Nice, elle est tellement originale, elle est tellement motivée, elle se fonde tellement sur la prise en compte d'un phénomène majeur des temps modernes, l'apparition du tourisme comme activité sociale puissante. Cette ville porte de telles marques de l'impact de cette activité sur le tissu urbain, son organisation, par exemple l'abondance des espaces verts et des squares, ce qui n'est vraiment pas une situation française courante. Regardez un plan de Nice, vous verrez également, tout près d'ici, le square Alsace-Lorraine, par exemple, on a systématiquement ménagé dans le quadrillage de la ville des espaces pour la verdure, pour les jardins et donc pour la promenade. Donc il y a une telle histoire, de telles marques de l'histoire que nous avons des chances, je crois, de convaincre que notre candidature mérite peut-être de passer avant d'autres. Alors quand je parle de ces traces de cette histoire, je suis bien conscient, et je tiens à vous le préciser, que des dommages ont été infligés à ce patrimoine. Il est évident que la démolition de l'hôtel Ruhl et son remplacement par le médiocre bâtiment actuel de l'hôtel Méridien est une catastrophe. Il est évident que la destruction de la jetée promenade par l'occupant pendant la guerre, n'est pas un atout patrimonial. Il est évident que la destruction des décors intérieurs du Palais de la Méditerranée, grand chef-d'œuvre de l'art décoratif, c'est dommage. Il n'en reste plus que la façade. Et puis derrière la façade, il y a un équipement hôtelier médiocre dans sa composition. Il est vrai qu'ici ou là, on peut regretter la disparition de tel ou tel immeuble. On peut regretter, et dans certains cas, se rendre compte qu'il y a eu des démolitions qui ont donné lieu à des actes d'architecture intéressants. Je vous signalais tout à l'heure l'intérêt que je portais aux immeubles des années 40, 50, 60, qui avaient remplacé des villas aristocratiques détruites. Ces immeubles
ont fini par devenir patrimoine. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que nous allons engager la protection d'un certain nombre d'entre eux par le label de patrimoine remarquable du XXe siècle, et je pense même par des candidatures à une inscription sur la liste des monuments historiques. Bon, la ville est moins belle qu'elle n'était il y a 50 ans, c'est vrai. C'est vrai. Il suffit d'aller sur les collines, de voir à quel point le démembrement des domaines, des grandes villas ou des grands hôtels, le lotissement systématique de ces espaces verts, la construction d'immeubles souvent de qualité moyenne ou de médiocre qualité, bien qu'ils soient très chers, n'a pas épargné totalement l'image de la ville. Mais on peut regarder le verre à moitié vide, on peut aussi regarder le verre à moitié plein. Pour ma part, étant optimiste de nature, je regarde ce qui reste et je me rends compte que ce qui reste, c'est vraiment formidable. Prenons un autre exemple, la venue à Nice de toutes ces populations étrangères, souvent de religion non catholique, a conduit à la construction d'un nombre de lieux de culte impressionnants. Les églises anglaises, l'église anglicane de la rue de la Buffa qui existe toujours, les deux églises russes, celle de la rue Longchamp et celle de la colline du Piolle, la cathédrale, des églises épiscopaliennes, l'église épiscopalienne qui est aujourd'hui devenue qui a été affectée à l'église réformée de France, une église luthérienne, des églises... Bon, chacune de ces populations pratiquant un culte particulier avait besoin de finalement satisfaire sa conviction religieuse par la construction d'un lieu de culte. Alors ces églises subsistent en général et sont l'un des éléments qui démontrent l'un des phénomènes dont nous parlions tout à l'heure avec M. Pisano, celui de l'internationalisme de cette ville. Beaucoup de documents de la fin du XIXe siècle parlent de Nice comme la capitale d'hiver. Et en effet, Nice a été une capitale pour le monde entier avec une population internationale d'une densité incroyable. Des Russes, des Austro-Hongrois, des Allemands, des Nordiques, de tous les peuples du Nord, des Anglais, ensuite y sont ajoutés les Américains, des Sud-Américains, des Turcs. Bref, tout ce qui comptait dans le monde avait envie de venir dans cette Nice, dans cette ville. Et d'ailleurs, je le souligne, et sans polémiquer, c'est l'une des grandes différences avec le destin touristique de Cannes, parce que si Cannes a connu un beau destin touristique, c'est incontestable. Jamais Cannes n'aura atteint un tel degré de concentration d'une population internationale sur un aussi vaste territoire. Il n'est d'ailleurs qu'à observer en atterrissant sur l'aéroport de Nice, après avoir survolé Cannes et arrivant à Nice, remarquer à quel point l'extension des deux territoires historiques de ces villes sont diverses. D'un côté, il y a une extension modeste et d'un autre côté, une extension très très vaste qui marque bien le fait que Nice n'était pas simplement une ville de villégiature, mais était devenue une capitale de la villégiature. Donc voilà, ça prendra du temps. J'aimerais bien que ça ne prenne pas 10 ans. Je crois que si nous nous battons bien, ça prendra 5 ans. Donc voilà, nous sommes en 2015. J'aimerais bien qu'en 2020, nous puissions ensemble fêter l'inscription de Nice, capitale d'hiver et de la promenade des Anglais, sur la liste du patrimoine mondial. À la différence d'autres candidatures qui sont beaucoup plus onéreuses, le budget d'une candidature de cet ordre-là l'est beaucoup moins. Néanmoins, vous venez d'évoquer la réhabilitation ou en tout cas la mise en protection d'un certain nombre de bâtiments. Néanmoins, on s'aperçoit que des travaux d'embellissement de la promenade viennent de commencer. Est-ce qu'il y a d'autres projets que ceux qu'on peut voir s'initier actuellement qui sont à l'ordre du jour pour les 5 ans à venir? Monsieur Scholtes, souvent les gens me demandent mais pourquoi est-ce que la ville de Nice sollicite une inscription? Après tout, la promenade des Anglais est déjà très très connue, Nice ne manque pas de visiteurs. Bon, alors c'est vrai, mais néanmoins je me rends compte que ces visiteurs
en général, limitent leur intérêt et leur curiosité pour cette ville uniquement à la vieille ville et à la promenade des Anglais. Et ils pénètrent très peu dans le territoire de la ville, ils n'ont pas beaucoup de curiosité à l'égard du reste du patrimoine. Donc je crois que le but d'une inscription serait justement de développer plus de curiosité à l'égard de la totalité de la ville qui le mérite. D'un autre côté, il est évident qu'une inscription, c'est de la part de la collectivité qui l'a sollicité, un engagement pour l'avenir à préserver ce patrimoine, puisque toute candidature doit être accompagnée par ce qu'on appelle un plan de gestion, c'est-à-dire la démonstration que la collectivité mobilise tous les moyens pour permettre l'étude de ce patrimoine, sa mise en valeur et sa préservation. Et donc j'aimerais qu'à l'avenir, une fois cette inscription acquise, nous soyons, la ville de Nice, ses responsables, sa municipalité, soient en mesure d'appliquer à la protection de ce patrimoine, à sa mise en valeur, une attention encore plus soutenue. D'ailleurs, parallèlement à la candidature que nous soutenons, nous avons convaincu la ville de Nice, la municipalité, d'engager un certain nombre d'initiatives pour démontrer son engagement patrimonial. L'initiative, par exemple, de reconquérir pour la ville de Nice le label de ville d'art et d'histoire qui avait été perdu sous la précédente municipalité. L'initiative d'engager la réalisation, ce qui n'avait jamais été fait à Nice, de l'inventaire général des richesses artistiques et architecturales selon les normes du ministère de la Culture. Donc une convention est en cours de signature entre la région, puis cette activité est aujourd'hui décentralisée auprès des régions et la ville de Nice, en vue de mettre en œuvre l'inventaire général, ce qui sera d'ailleurs pour les historiens et tous ceux qui étudient le paysage niçois et l'histoire niçoise un atout tout à fait considérable. Engagement également qui a été pris par la municipalité au cours, je crois bien, de la délibération du conseil municipal d'hier, de créer une AVAP, c'est-à-dire une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, qui fournira à la municipalité un instrument réglementaire supplémentaire pour protéger les parties les plus intéressantes de la ville et éviter que des dégâts irréparables soient infligés à son patrimoine. Et quatrièmement, je vous le disais, nous avons également convaincu la ville qu'il fallait solliciter pour un certain nombre d'immeubles, notamment d'immeubles modernes, d'immeubles du XXe siècle, le label d'architecture remarquable du XXe siècle. Donc c'est un tout. Là, la candidature à l'inscription, si elle ne s'inscrit pas dans une démarche de protection du patrimoine, elle n'a aucune chance d'aboutir. On ne peut pas d'un côté demander à l'UNESCO de distinguer un patrimoine et d'un autre côté ne pas garantir à cette organisation qu'on traitera ce patrimoine avec soin, avec respect, pour le transmettre aux générations futures, puisque la démarche de l'UNESCO vise à faire en sorte que ce qui constitue patrimoine pour nous soit transmis demain aux générations futures. Alors vous le savez, l'inscription à l'UNESCO n'est pas toujours un gage insurmontable, hélas, de pérennité. On a vu, de par le monde, tout récemment, des fanatismes s'en prendre à des monuments ou à des sites classés au patrimoine mondial et les détruire allègrement pour ce qui concerne les vandales et sinistrement pour ce qui nous concerne. Je pense notamment aux monuments antiques de Palmyre. Mais ça avait déjà été le cas au début des années 2000 avec la destruction des Bouddhas de Bamiyan. Partout où il y a du fanatisme, partout où il y a de l'hystérie, partout où il y a de la haine, le patrimoine, parce que c'est quelque chose de très symbolique, le patrimoine. Le patrimoine devient, comme les hommes, les femmes, les hommes, les enfants, une victime de premier choix. Je vous propose peut-être de faire circuler le micro dans la salle s'il y a quelques questions.
sur la liste du patrimoine mondial n'ouvre de la part de l'UNESCO n'ouvre droit à aucune subvention, puisque l'UNESCO est une organisation internationale modeste qui fonctionne avec un budget limité, donc l'UNESCO ne subventionne rien et donc ne contribue pas à l'entretien d'un patrimoine qu'elle a protégé. En revanche, il est évident que de façon indirecte, l'inscription a souvent une retombée économique, puisque c'est un puissant stimulateur de l'activité touristique. Et à Nice, ce serait un facteur de diversification de l'activité touristique. Il y a déjà un tourisme balnéaire, notamment, un tourisme disons, hédoniste, mais si à ce tourisme hédoniste pouvait s'attacher un tourisme culturel, patrimonial plus développé, il est évident que ça aurait des retombées économiques pour la ville. Alors l'UNESCO est extrêmement vigilant au traitement qui est réservé aux sites et aux monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Alors là, naturellement, hélas, l'UNESCO n'a pas d'armée. C'est-à-dire, quand Palmyre est menacé, l'UNESCO n'a pas la capacité d'envoyer des bataillons pour défendre la ville. Vous remarquerez d'ailleurs que pas grand monde n'est capable de le faire, hein, malgré l'émotion que cela suscite. Mais l'UNESCO a, naturellement, dans des cas extrêmes comme Palmyre, l'UNESCO naturellement s'indigne, l'UNESCO dénonce, mais enfin bon, vous me direz, c'est toujours ça, mais enfin, ça ne conduit pas à la préservation des monuments. En revanche, l'UNESCO est toujours très très attentif à ce que les villes, notamment, soient extrêmement rigoureuses quand il s'agit de mettre en œuvre des projets nouveaux d'urbanisation. L'inscription, ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus rien, qu'on ne peut plus construire. Bon, ce serait atroce. D'ailleurs, une ville est une réalité vivante qui doit évoluer, mais cette évolution doit être respectueuse de l'identité urbaine et de la qualité architecturale. On a vu souvent l'UNESCO menacer les villes de leur retirer le label de patrimoine mondial. Ça avait été le cas pour Bordeaux, par exemple. Bordeaux avait engagé la construction d'un nouveau pont sur la Garonne. L'UNESCO estimait que ce pont contrevenait aux intérêts patrimoniaux de la ville et a menacé la ville de lui retirer son label. Et donc la ville a reconsidéré son projet et on a commis un autre qui a été agréé par l'UNESCO. Il y a toujours, une fois qu'on est inscrit, de la part de l'UNESCO, une très très grande vigilance. Alors parfois cette vigilance est efficace, notamment quand elle s'exerce à l'égard de pays où la situation est normale. Bon, il est évident que lorsqu'il s'agit de situations de guerre, l'UNESCO a peu de capacité à intervenir, sauf peut-être à faire pression justement sur les puissances pour qu'elles prennent toute la mesure de leurs responsabilités, non seulement à l'égard des hommes qui souffrent de la guerre, mais également du patrimoine de l'humanité qui est menacé. Ai-je répondu à toutes vos questions, madame? Merci. Bonjour, je m'occupe du patrimoine dans les Hautes-Alpes, d'un musée et d'un patrimoine classé, patrimoine Vauban. Pour ce qui est de la promenade des Anglais, on a beaucoup parlé avec vous d'architecture et c'est le thème des journées du patrimoine aujourd'hui, l'architecture du XXIe siècle. Je m'occupe d'un musée dans la loi Musée de France et il y a un mot auquel je tiens qui est le mot délectation. Le mot délectation rejoint complètement votre projet de faire classer ce patrimoine et je dirais qu'il rejoint peut-être aussi le patrimoine immatériel, c'est-à-dire comment se délecte-t-on de la promenade des Anglais. Et dans les textes, il y avait la découverte de la Côte d'Azur qui se faisait par les parfums et les odeurs d'eucalyptus, hein, on a parlé de stations climatiques, les odeurs d'oranger, de citronnier. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la question est de savoir comment se délecte-t-on au XXIe siècle et qu'est-ce que l'on va proposer comme délectation. C'est-à-dire que le soleil, on l'a, la lumière, on l'a, mais il y a des sensations que l'on a perdues, il y a des sensations que l'on retrouve. Et je me suis promenée hier sur l'avenue Malocena, je suis allée jusqu'à la gare du Sud, et je me suis dit, il y a quelque chose qui a changé. Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus de voitures, mais il n'y a plus d'odeur de voiture.
Et donc au-delà de l'aménagement urbain, il se passe des choses, il y a des nouveaux bruits, il y a des nouvelles sensations. Et donc je vous inviterai, si je puis me permettre, à élargir votre dossier jusqu'à ces sensations-là, parce que nous sommes tous des êtres vivants et pas des êtres de pierre. Voilà. Merci madame. Écoutez, vous avez raison d'évoquer, d'employer le mot de délectation. Il est dans l'histoire des musées fondateurs. Vous vous souvenez que lorsque la Révolution a décidé de la nationalisation d'un certain nombre de biens, les biens de la couronne, les collections de la couronne, les biens des émigrés, la nationalisation des biens du clergé, également notamment des œuvres d'art. Le but était d'offrir à la délectation de tous ce qui était réservé jusqu'alors à la délectation de quelques-uns. Voilà, donc il y a dans l'histoire même des musées ce grand projet démocratique de permettre à tous d'accéder au bonheur que procurent les œuvres d'art. Mais c'est vrai que cette délectation, nous sommes des êtres complexes, n'est pas seulement cérébrale ou visuelle, même si la vue est devenue le sens dominant du monde moderne. Beaucoup d'historiens ont écrit sur cette question de la hiérarchie des sens. Mais c'est vrai que lorsqu'on relit les récits de voyage du XVIIIe siècle, du début du XIXe, lorsqu'on lit ce que Tobias Smollett écrivait sur Nice, ce que Sulzer écrit 10 ans après, donc un Allemand sur Nice, on se rend compte que l'ivresse que suscite en hiver notamment l'intensité des parfums, l'odeur des eucalyptus, l'odeur des orangers, le mimosa qui était moins répandu qu'il ne l'est aujourd'hui, que tout cela en effet concourait à ce bonheur d'être dans cet endroit. Alors à cet égard d'ailleurs, je tiens à vous signaler qu'il faut prendre en compte, s'agissant notamment de la promenade des Anglais, la question de la végétalisation de la promenade des Anglais, parce que, vous le remarquez, cette végétalisation, elle est assurée par des essences qui ne sont pas des essences locales, ou rarement des essences locales, mais des essences exotiques. Mais même si ces essences sont exotiques, ce ne sont pas indigènes, elles ont fini par forger à la promenade des Anglais une nouvelle identité. Et c'est un témoin de ce goût pour l'exotisme du XIXe siècle, quant à l'idée de villégiature est associé celui finalement de l'Orient lointain. Il y a 2 ans, j'ai eu un débat à ce sujet avec certains responsables de la municipalité qui me disaient qu'il fallait arracher tous les palmiers de la promenade des Anglais pour les remplacer par des essences locales, des chênes kermès ou des oliviers, des orangers. Bon. Et je leur disais, ce serait une bêtise noire, puisque le palmier a fini par devenir un élément de l'identité de la promenade des Anglais. Je leur ai rappelé les discussions que j'avais eues alors que j'étais ministre de la Culture avec des responsables du patrimoine en Bretagne, à Carnac, aux alignements de Carnac. Il y avait là des plantations de pins, et alors un conservateur du patrimoine me disait, mais les pins ont été importés au XIXe siècle, ils n'appartiennent pas au répertoire naturel de la Bretagne, il faut arracher tous ces pins et les remplacer uniquement par des ajoncs, et donc des ajoncs, des genêts, des essences locales. Alors si je me dis, écoutez, arrêtez, il ne faut pas pousser l'histoire, c'est un tout. Il faut, dans une approche patrimoniale, engranger toutes les contributions de l'histoire. Il y a naturellement l'histoire naturelle spontanée, les essences qui depuis longtemps en tout cas ont trouvé racine sur ce territoire, et puis les plus récentes ont fini par devenir du pays. Regardez dans la population niçoise d'aujourd'hui, je ne sais pas combien parmi vous sont des Niçois de toute antiquité, et pourtant vous êtes des Niçois. Pour les plantes il en va de même. Mais j'aimerais en effet que dans certains endroits de la ville, notamment lorsqu'on a pu en évincer la circulation automobile, on retrouve ce bonheur du parfum. Je suis grand amoureux des jardins.
Les jardins font mon bonheur. Comme ministre, j'avais créé le label Jardin Remarquable. J'ai créé des journées, des rendez-vous au jardin, donc l'équivalent pour les jardins, en gros, des journées du patrimoine. Et voilà, c'est également dans cette exaltation à la fois du regard, parce que le jardin est également quelque chose à regarder, et du parfum, de l'odorat, qui est le bonheur d'être dans un lieu. Vous savez, quand on vient du Nord, ou on vient de Paris, qu'on se retrouve en été dans le Midi provençal, on est aussitôt, quand la nuit est tombée, frappé par l'importance des parfums. Voilà, l'odeur d'un jardin breton n'est pas l'odeur d'un jardin provençal. L'odeur d'un jardin provençal n'est pas l'odeur d'un jardin niçois. Il faut retrouver ce sens olfactif de la réalité du patrimoine. Je vous remercie, Monsieur Ayagon, d'avoir bien voulu venir aujourd'hui témoigner de votre engagement pour cette candidature. Je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Écoutez, M. Scholtes, j'espère que nous retrouverons avant 5 ans. J'aurai en tout cas toujours grand plaisir à venir retrouver tous ceux qui participent à vos réunions, à ces matinées, à ces conférences. On va faire peut-être des rendez-vous intermédiaires pour rendre compte de l'avancement du dossier. Bon, comme ça, si on avance vite, vous pourrez m'applaudir. Si on n'avance pas vite, vous pourrez me jeter des boulettes de papier. Et d'autre part, je voulais vous signaler à propos du site de la mission que nous avons lancé un appel à tous les Niçois, puis au-delà des Niçois d'ailleurs, à tous ceux qui ont des souvenirs, à nous révéler leurs souvenirs de la promenade des Anglais. Ces souvenirs sont mis en ligne quand les gens le souhaitent, naturellement. On le rend. Les documents sont numérisés, mis en ligne, et ça donne de la chair, ça donne une chair humaine, comme ça, extrêmement émouvante à la promenade des Anglais, à ce qu'on peut penser, à ce qu'on peut ressentir à propos de la promenade des Anglais. Alors souvent, ce sont des souvenirs très, 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 très personnels. Voilà, une dame photographiée à l'âge de 5 ans avec sa maman dans la promenade des Anglais, une autre en communiante sur la promenade des Anglais. Parfois, ce sont des souvenirs historiques aussi. Ça peut être l'entrée des troupes, le défilé des troupes italiennes, le défilé des troupes de la Libération. Ça peut être des événements majeurs, des événements politiques, des événements traditionnels, le carnaval. Ça peut être des événements sportifs. Ils sont nombreux sur la promenade des Anglais. Bref, si vous avez vous-même des souvenirs ou des souvenirs littéraires, des revues, éventuellement des correspondances, des cartes postales, ayant un rapport avec la promenade des Anglais, vous pouvez tout à fait les apporter à la mission pour la candidature de la promenade des Anglais, 75 quai des États-Unis. Vous serez reçu par une dame très très gentille, Madame Odo, qui vous prendra en charge, numérisera les documents, les mettra en ligne et vous les rendra naturellement impeccablement. Merci.